Eh bien, bienvenue sur cette vidéo consacrée aujourd'hui à l'explication de la portance, que ça soit en hélicoptère radiocommandé ou en aviation réelle, c'est pareil, il faut la symboliser en permanence. Je vous explique tout d'une façon très ludique, qui est à la portée de tout le monde, les débutants comme les confirmés, et j'espère que vous allez apprendre quelque chose dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, donc on va parler aujourd'hui de la représentation de la portance dans le vol de l'hélicoptère radiocommandé. Si vous voulez effectuer des vols qui sont proches du vol réel, il va falloir exactement savoir sur quoi jouer. Malheureusement, en hélicoptère, on est obligé de jouer sur plusieurs choses en même temps. Ça peut être du pas collectif, ça peut être du cyclique, de longitudinal, latéral, ça peut être l'axe du lacet. Donc c'est super important de comprendre comment ça fonctionne. Pour aborder l'explication de la portance, on va avoir deux possibilités. La première est la possibilité scientifique avec des formules du style 1/2 euro SV carré CZ, mais qui vont rien apporter en aéromodélisme, et surtout pour les gens qui veulent apprendre un petit peu à comprendre comment ça se passe. Donc là, l'approche scientifique, on va complètement la laisser tomber et on va partir vraiment sur une approche pratique. Et pour cette approche pratique, vous n'avez absolument pas besoin de connaître ni formule ni rien du tout. Et donc vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors on va partir d'une représentation mentale de la portance qui part sur deux ronds. Un rond bleu, un rond vert. Le rond bleu va symboliser le disque rotor qui sera projeté au sol. Le rond vert, lui, symbolisera le pas collectif, puisque c'est grâce à cette commande que l'on va permettre de compenser les différences de portance. La modification de surface de l'un de ces deux disques va permettre de jouer sur la portance. Alors, on va s'intéresser un petit peu maintenant au stationnaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette vignette? Nous avons donc notre hélicoptère qui a un certain poids et une force appliquée au centre du rotor. Donc, c'est une représentation de toutes les petites forces qu'on aura sur les pales du rotor. Et cette force est strictement identique en dimension au poids. C'est ce qui permet à l'hélicoptère de rester en l'air. Si maintenant on s'intéresse à son rotor et que l'on projette verticalement la position jusqu'au sol et que l'on regarde en vue de dessus, on va se retrouver avec un cercle qui est projeté au sol et qui est parfaitement rond. Ça va être donc notre surface de référence. À partir de maintenant, toute augmentation ou diminution de la surface de ce cercle projeté au sol, quelle qu'en soit la raison, aura pour effet d'augmenter ou de diminuer la portance. Nous venons symboliquement de représenter mentalement ce qu'est la portance. Prenons le cas de l'ascension d'un hélicoptère. On part d'un stationnaire, on veut que l'hélicoptère monte verticalement, il faut donc que la portance soit bien supérieure à son poids pour qu'il y ait ce mouvement. La surface du disque étant déjà parfaitement ronde, la seule possibilité de jouer sur cette surface pour l'augmenter est de rajouter de la surface par la commande du pas collectif. Donc en jouant sur le pas collectif, faisant une augmentation de pas, l'hélicoptère va monter. La portance sera supérieure à son poids. Alors je ne vais pas faire une diapositive spécialement sur la diminution de portance, mais on a exactement l'effet inverse. Si on baisse suffisamment le pas collectif, il va avoir pour objet de resserrer la surface du disque projeté, et à ce moment-là, donc la portance sera inférieure au poids de l'hélicoptère et l'hélicoptère va descendre. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec les translations. La translation, pour qu'un hélicoptère parte en translation avant, il va falloir une force supplémentaire qui vienne tirer l'hélicoptère vers l'avant. Cette force va être appliquée par une bascule. Alors quand je dis bascule, c'est pas au sens mécanique un axe qui vient changer de position, mais les portances vont être différentes pour avoir une portance à l'arrière, ce qui va provoquer donc la bascule de l'hélicoptère à l'avant. Ça, c'est par la commande du cyclique longitudinal. Donc on va pousser le manche vers l'avant. On s'aperçoit que sans rien faire d'autre, la résultante aérodynamique va avoir pour objet de tendre vers l'avant.
Par contre, la surface qui va être projetée du disque rotor au sol, si on regarde, va avoir tendance à devenir une ellipse. On s'aperçoit donc que la surface par rapport à un rond devient plus petite. On a symbolisé la diminution de portance. Alors une fois que vous avez compris ce mouvement et les forces, comment ça s'applique, on va balayer assez rapidement les autres vignettes, étant donné que c'est les mêmes avec une accentuation du mouvement, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis du cyclique à l'avant. J'ai exagéré parce qu'on ne se retrouverait jamais sur une translation, même rapide en hélicoptère, avec un angle d'assiette très prononcé comme celui-là, mais que vous compreniez cette modification du rond vers l'ellipse qui symbolise vraiment la diminution de portance. Alors si maintenant j'applique du cyclique arrière, l'hélicoptère va prendre une assiette vers une assiette positive, on va augmenter la surface du rond projeté au sol, passer par un maximum, et si je continue à appliquer du cyclique arrière, on va rediminuer cette surface. Donc vous voyez comment va travailler la portance. Alors si on fait une petite synthèse de toutes ces vignettes, on constate qu'à partir de la position du stationnaire, le disque projeté au sol est un rond parfait. C'est là que l'hélicoptère a le plus de portance sans rien modifier d'autre. Et que dans toutes les autres phases de vol qu'on a vues, soit en mettant du cyclique longitudinal à l'avant ou à l'arrière, le rond a tendance à se réduire et donc on a symbolisé cette portance qui se diminue. Si maintenant on veut maintenir une certaine hauteur, il va falloir jouer sur autre chose. C'est là qu'intervient la commande du pas collectif. Alors dans ce cas de figure, on va s'apercevoir clairement que notre rond est devenu une ellipse et que si on reporte la résultante de la portance sur l'axe vertical, elle est inférieure au poids de l'hélicoptère. Donc forcément, l'hélicoptère va avoir tendance à descendre. Donc c'est là que les choses sont très intéressantes et que la commande du pas collectif va permettre de venir augmenter cette résultante aéronautique pour pouvoir compenser sur l'axe vertical la dimension et la force du poids. Ça va tout simplement permettre d'avoir un hélicoptère qui va pouvoir rester dans cette position et sans perte de hauteur. Alors si on s'intéresse à notre représentation symbolique, on est passé par la modification d'assiette de l'hélicoptère sur une ellipse, symbolisée par l'ellipse bleue, du coup maintenant c'est plus un rond. Et le pas collectif a permis de réaugmenter cette surface pour redevenir un rond parfait, si bien que notre hélicoptère ne perd plus de hauteur tout en restant dans cette position. Pour moi c'est terminé sur les explications, on va faire quelques exemples commentés maintenant de différentes phases de vol, mais vous avez compris la projection de la surface du rotor au sol, et vous avez compris la correction avec l'augmentation ou la diminution du pas collectif. Donc avec ces deux notions, on est capable de tout faire. Alors on va regarder un petit peu maintenant une phase de vol qui est très intéressante puisque systématiquement on la fera toujours, c'est le départ en translation. Le départ en translation, première position, on est en stationnaire, on monte pas, on descend pas, on est stable et qu'on veut pas perdre de hauteur, on veut pas en gagner non plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Première action, on va mettre du cyclique à l'avant. Le fait de mettre du cyclique à l'avant va pouvoir pour effet de prendre une assiette négative à l'hélicoptère. Que va faire le disque rotor? Il va passer d'un rond parfait à une ellipse, donc on va perdre de la portance. Mais comme on ne veut pas perdre de hauteur, il va falloir trouver un argument différent pour laisser l'hélicoptère dans cette position et augmenter son disque rotor pour qu'il revienne sur un rond comme tout à l'heure. Donc ça va être une augmentation de pas collectif. En mettant du pas collectif, on arrive dans cette situation-là. La résultante aéronautique compense parfaitement sur l'axe vertical le poids de l'hélicoptère. On ne perd plus de hauteur. L'hélicoptère va maintenant avancer et prendre de la vitesse. Alors une notion qu'on n'a pas vue, c'est quand un hélicoptère prend de la vitesse, il va avoir tendance à avoir une portance supérieure. Donc si on veut plus qu'il monte, il va falloir baisser un petit peu le pas. Faut pas avoir peur de mettre du cyclique à l'avant, de faire une augmentation de pas collectif pour compenser la perte de portance. Mais plus l'hélicoptère va avancer et prendre de la vitesse, plus il va falloir diminuer cette augmentation qu'on vient de faire.
de manière à ce que l'hélicoptère ne monte pas. On va projeter maintenant la courbe et on voit que si jamais on a tendance à pas anticiper sur la correction de pas, voilà la courbe qui pourrait être faite. C'est-à-dire que l'hélicoptère va partir, on va visuellement voir qu'il commence à descendre un petit peu, on va s'en rendre compte, on n'a pas anticipé cette augmentation de pas, bah c'est pas grave, on en met un petit peu, et on va mettre un tout petit peu plus quand même pour remonter à la hauteur initiale, et voilà un profil qu'il est relativement courant de voir sur les départs en translation. Phase de vol très intéressante puisqu'il s'agit d'une translation rapide qui va s'arrêter dans une position de stationnaire. Le postulat de départ, c'est qu'on veut que la figure s'exécute en palier et qu'il n'y ait ni augmentation de hauteur ni diminution de hauteur pendant l'exécution. Je vous ai symbolisé les portances sur la partie projection des disques rotors en bleu et les portances dues au mouvement du pas collectif, soit en augmentation, soit en diminution. Pour que l'hélicoptère reste en palier du début jusqu'à la fin de la figure, il va bien falloir que le pas collectif compense les augmentations et diminutions des surfaces projetées au sol du rotor principal. Alors sur la première vignette et vu la position de l'hélicoptère, pour diminuer la vitesse, il va bien falloir mettre un petit peu de cyclique longitudinal en arrière pour faire pivoter l'hélicoptère sur son axe de tangage. Et dans le même temps, il va falloir diminuer le pas collectif, sinon l'hélicoptère va monter. Alors pour freiner l'hélicoptère et puis le ramener en position avec une vitesse 0, il va bien falloir dans un premier temps annuler la force qui avait tendance à faire aller en avant pour ensuite mettre une force à l'opposé qui va vraiment le freiner ce coup-ci. C'est la partie entre la vignette 5 et 6 où on va avoir une bascule entre l'assiette négatif et l'assiette positif, où là il va y avoir vraiment la force à l'arrière qui va ralentir l'hélicoptère et à un moment donné il va falloir ramener aussi son disque rotor parallèle au sol pour qu'il reste en stationnaire. Sinon ça va pas être une situation d'avenir. Donc on est dans un premier temps donc assiette négative. On va commencer à mettre un tout petit peu de cyclique à l'arrière pour venir diminuer la force de traction vers l'avant. Et il va falloir tout de suite baisser le pas collectif pour pas que l'hélicoptère monte puisque la surface de l'ellipse va avoir tendance à augmenter. Elle est symbolisée en bleu. Entre la vignette 5 et 6, on va avoir une cassure où c'est là la bascule. On passe d'une assiette négative à une assiette positive. Et c'est là qu'on était avant en train de diminuer la force de traction. Et là, on va essayer de faire une force de traction à l'arrière, de manière à freiner l'hélicoptère. On s'aperçoit que l'ellipse, la surface augmente pour arriver à cette fameuse bascule d'assiette négative à assiette positive, où la surface du disque rotor va rediminuer. Et quand on va vouloir remettre l'hélicoptère dans la position avec un rotor parallèle au sol, il va falloir justement que l'ellipse augmente encore. Donc, vous voyez que les compensations de portance avec le pas collectif, quand on a compris comment fonctionne la portance, vous allez voir que ça vient tout seul et sans aucun problème. Mais si on a le malheur de tirer le cyclique à l'arrière alors qu'on ne fait pas une correction au niveau du pas collectif, qu'est-ce qui va se passer? Ça va monter, l'hélico ensuite va avoir tendance à redescendre parce qu'on va baisser le pas collectif d'un seul coup, etc. Ça va pas faire une belle figure. Là, on est capable d'arrêter un hélicoptère depuis une translation rapide jusqu'à une position de stationnaire tout en restant en palier. En hélico réel, cette figure s'appelle le quick stop. Ça permet donc de passer d'une translation rapide à un arrêt complet en stationnaire. Alors si on peut en parler 30 secondes en aviation réelle, vous avez deux commandes à faire. On a parlé du pas collectif, mais dans la réalité, on a le gyro qui va compenser. En hélico réel, on n'a pas de compensation au gyro. Donc la compensation au gyro, c'est une compensation pilote qui va se faire avec le pied. Et il va falloir, en fonction de la rotation du rotor à droite ou à gauche, mettre du pied à droite ou du pied à gauche pour justement compenser le fait que, comme on a diminué sensiblement le pas de l'hélico, il va falloir compenser le couple du rotor principal de manière à ce que l'hélico reste sur une trajectoire correcte. Donc voilà comment ça se passe en aviation réelle. En hélico radiocommandé, on n'a pas le problème, étant donné que le gyroscope va compenser de lui-même les variations de pas.
Alors maintenant, une phase de vol un tout petit peu différente de la figure précédente. Tout à l'heure, on avait un quick stop qui était en palier, et donc il y avait des actions très rapides à faire, les unes imbriquées un petit peu les unes dans les autres. Sur cette figure, c'est pareil, c'est un arrêt de translation vers une vitesse 0 et un stationnaire. La seule différence, c'est qu'on va être un peu plus haut, et on ne va pas voir ce mouvement de bascule d'effet d'assiette négatif à une assiette positive pour revenir vers une assiette nulle pour remettre en stationnaire. En fait, on va laisser faire l'hélicoptère et il va freiner de lui-même. C'est-à-dire que il est en translation avec une vitesse assez rapide au départ. On va commencer à mettre un petit peu de cyclique à l'arrière, baisser le pas. Alors je ne vous ai pas fait les représentations des ronds, mais maintenant vous avez tous compris comment ça fonctionnait. Donc on va baisser le pas parce que l'ellipse augmente, donc il faut que le rond reste à sa bonne dimension. Et quand on va voir le rotor qui va être quasiment parallèle au sol, étant donné qu'on va plus mettre de cyclique à l'avant, tout doucement l'hélicoptère va se freiner de lui-même et on va faire une trajectoire en descente à 45 degrés à peu près. Là, à ce moment-là, plus l'hélico diminue de vitesse et plus il a une tendance à venir, le rotor à venir parallèle au sol. Et à ce moment-là, on va laisser le pas dans cette position sans l'augmenter parce qu'on ne veut pas maintenir le palier et l'hélico va descendre tout seul. Il faudra juste à la fin tirer un tout petit peu sur le cyclique arrière pour vraiment casser cette vitesse qui est relativement faible, mais pour bien l'arrêter à l'endroit où on l'a décidé. Et là, à ce moment-là, quand on l'arrête, effectivement, l'ellipse diminuant, il va falloir remettre un tout petit peu de pas positif. Mais c'est vraiment comparé à la figure précédente où il y avait quand même, on jouait bien sur les augmentations de pas. Cette trajectoire et cette figure, ça se fait vraiment en douceur. Alors, l'avant-dernière phase de vol, en fait, c'est une trajectoire qui est la trajectoire de départ à partir d'une position stationnaire et d'un départ en translation, dite monomoteur. En monomoteur, on n'a qu'un seul moteur, bien évidemment. Alors là, je parle de l'aviation réelle, hein, bien sûr. On n'a qu'un seul moteur. Et pour, justement, en cas de panne de moteur, ne pas tomber comme un fer à repasser, il y a un diagramme qui s'appelle le diagramme hauteur-vitesse où à l'intérieur, la phase elle est quand même assez hostile. Donc le but c'est de prendre suffisamment de vitesse pour si jamais on avait une panne moteur, pouvoir réagir et puis faire tout de suite une autorotation parce qu'on a assez d'inertie. Donc le monomoteur, on fait une petite phase de stationnaire, on va mettre du cyclique à l'avant pour lancer la machine avec une traction à l'avant, ce qui va permettre de faire un départ en translation. Et bien souvent, on a une petite diminution de hauteur qu'il va falloir tout de suite compenser en mettant du pas positif. Le fait de garder l'assiette négative pendant cette phase et en mettant un petit peu de pas positif va faire que l'hélico va reprendre un petit peu de hauteur, mais va continuer à faire une translation assez basse au niveau du sol, un petit peu parallèle, pour ensuite avoir une certaine vitesse. Et là, à ce moment-là, on va prendre de la hauteur sous un angle d'environ 30 degrés. On va conserver simplement le pas dans la position où il est. Et le fait de ramener le cyclique à l'arrière va suffire pour augmenter la surface de projection du sol. Et la portance va donc augmenter. Et à ce moment-là, on va avoir l'hélico qui va suivre la trajectoire qui est représentée sur la vignette. Donc pour les puristes de vol maquette, voilà, ça c'est le départ en aviation réelle qui correspond à un départ monomoteur. Alors, dernière phase de vol, à titre d'exemple, pour encore illustrer un petit peu ces augmentations de surface et de pas qu'on a vu de représentation symbolique de la portance. Voilà une trajectoire de départ aussi qui se fait en hélicoptère, c'est-à-dire qu'on part du sol, on fait un petit stationnaire de contrôle. Et ensuite, on va engager une marche arrière, tout doucement, très lente, prendre de la hauteur, pour ensuite, une fois qu'on a une hauteur suffisante, pousser le cyclique à l'avant de manière à prendre de la vitesse et suivre la trajectoire qui est exposée sur la vignette. Alors, cette trajectoire, c'est une trajectoire qui correspond à un départ en bimoteur. La différence de la vignette tout à l'heure où on voulait sortir très rapidement de la zone hostile du diagramme hauteur-vitesse.
Là, on a 2 moteurs, donc si on a un moteur qui tombe en panne, l'hélico va pas tomber comme un fer à repasser. Mais par contre, il sera en stationnaire, il n'aura pas suffisamment de puissance pour maintenir le stationnaire. Donc l'idée est quand même de se reposer très rapidement de l'endroit où on est parti. Et c'est pour ça qu'en fait on engage tout de suite une translation à l'arrière, de manière à ce que le pilote puisse conserver son point d'aboutissement en cas de panne moteur en visuel, et arrivé à une certaine hauteur, on fait le départ en translation. Donc en fait, c'est pour ça que vous voyez souvent l'hélicoptère du SAMU sur les DZ ou l'hélicoptère de la sécurité civile quand il part, puisque ce sont des hélicoptères bimoteurs, et donc ils appliquent cette procédure. Si vous voulez vous amuser à la reproduire, elle est très sympa à faire en hélicoptère radiocommandé. Bon, c'est tout simple, on fait un petit stationnaire, ensuite on engage un petit peu de cyclique à l'arrière, donc tout en mettant une petite augmentation, alors non pas suffisamment pour maintenir le palier, puisque là on veut monter, on veut qu'il y ait une ascension en ayant une petite translation arrière. Donc là à ce moment-là, on met une augmentation de pas assez significative, mais toujours pour avoir une trajectoire uniforme. On continue comme ça tout en gardant le petit cyclique à l'arrière de manière à faire une translation arrière et reculer. Et puis à une hauteur suffisante, on va arrêter de jouer sur le cyclique à l'arrière pour continuer notre petite montée. Et ensuite, on met tout en montant du cyclique à l'avant. Et là, pour éviter que l'hélico s'enfonce, on pousse le pas en même temps. Alors, on a la petite phase encore à la fin où l'hélicoptère commence à prendre de la vitesse. Et prenant de la vitesse, la portance va augmenter. Et à ce moment-là, à un moment donné, on doit aussi diminuer le pas. Voilà, donc c'est la fin de ce petit diaporama explicatif sur la représentation, encore bien, une fois je parle de représentation de la portance, mais ça va franchement notamment aider les débutants dans les différentes commandes qu'ils ont à faire pour lancer les hélicos en translation, les arrêter surtout aussi, parce que c'est pas le tout de lancer un hélico en translation, il faut savoir aussi de l'arrêter, et comme ça évitera de voir certaines trajectoires qui quand on arrête, l'hélico monte de 3 mètres en hauteur parce qu'on n'a pas su anticiper les commandes. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous a apporté d'autres notions aussi. La représentation scientifique de la portance, c'est bien, mais on est en hélico radiocommandé, donc le but c'est ludique, c'est pas faire des maths et puis de la science physique, c'est surtout d'avoir une petite représentation qui correspond à la réalité, et puis qui va permettre de jongler entre le pas collectif, les assiettes, positifs, négatifs, forte assiette, diminution d'assiette, augmentation d'assiette, enfin voilà quoi. Une fois que vous serez à l'aise avec tout ça, vous verrez que vous réussirez à faire vraiment des courbes, et quand vous arriverez à faire des trajectoires en descente en associant des virages pour revenir se poser sur la DZ à l'endroit vraiment où vous l'avez décidé, voilà, c'est que vous aurez tout compris. Voilà, je vous souhaite de bons entraînements. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des j'aime, des likes, tout ce que vous voulez. Ça me permettra de continuer à faire des vidéos et des petits tutos vidéo pour vous expliquer certains points particuliers, que ça soit sur de l'hélico, sur de l'avion, sur du planeur, sur du drone. Et comme on dit, fly safe.